Parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis. Nous sommes toujours heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à passer le mot, à dire à des ex-auditeurs, auditrices de l'époque de la radio commerciale que maintenant on fait du podcast, on met l'accent sur des entrevues, le temps que ça dure, le temps que c'est intéressant avec des gens que l'on considère d'intérêt. D'ailleurs, parlant d'intérêt, vous allez voir aujourd'hui, mon invité est une spécialiste que vous connaissez bien si vous l'avez écouté dans les 30 ou 40 dernières années. Pas parce qu'elle est avec moi depuis 40 ans, mais parce qu'elle était longtemps avec moi et elle collabore encore avec moi. Elle est politologue, journaliste, longtemps ma collaboratrice à la radio, comme je disais, basée à Washington entre 89 et 2018. Elle a été journaliste à Voice of America, puis correspondante à la BBC quand même. Aujourd'hui, elle est de retour dans l'Hexagone où on la retrouve. Marie-Christine Bonzon, bonjour. Bonjour, Gilles Parent. Content de vous parler. Mais oui, ravi à chaque fois de parler avec vous, Gilles, c'est un plaisir. Vous avez une connaissance immense du territoire américain, mais aussi de la relation internationale que les Américains au fil des années. Vous avez connu beaucoup de présidents. Vous avez commencé très jeune dans votre métier. Je ne veux pas vous vieillir, mais vous en connaissez plusieurs. On va parler de l'actualité parce qu'il y a tellement de choses à dire présentement. J'ai envie de vous demander, Marie-Christine, vos impressions générales sur les événements des derniers jours à Kaboul et en terre américaine. C'est vaste comme sujet, Gilles. Je dirais que je suis triste, pas surprise du tout de ce qui s'est passé en Afghanistan pour les Américains, non du tout, et je vais pouvoir détailler avec vous pourquoi. Pas surprise, mais sidérée par ce désastre, par cette faillite véritablement des États-Unis et des responsables américains depuis George Bush fils jusqu'à Joe Biden en Afghanistan. Sidéré parce que c'est une faillite, un désastre, un échec d'une ampleur sans précédent pour les États-Unis. Et ça intervient, Gilles, dans un contexte géopolitique crucial avec cette rivalité accrue de la Chine vis-à-vis de la puissance jusque-là dominante et incontestée des États-Unis, en tout cas depuis 1989 et la chute du mur de Berlin. Et puis cette faillite de l'administration Biden, celle des présidents précédents, Bush, Obama, Trump, à tous les niveaux du gouvernement fédéral, on a une faillite, un échec, partout à l'intérieur du gouvernement. C'est à la Maison-Blanche cet échec, c'est au Congrès, au Pentagone, au département d'État, à la CIA, ailleurs, à l'Agence de développement américaine, USAID. C'est une faillite terrible, tragique, mais prévisible. En fait, on dirait qu'il n'y a plus d'intérêt pour la chose internationale, pour l'Afghanistan, que les présidents, je ne veux pas justifier rien, mais ils ont l'air coincés, ils ont l'air pressés de débarrasser. Et d'ailleurs, dans le cas actuel, c'est une catastrophe que Kaboul s'effondre avant même que les soldats américains puissent partir et même les civils. Donc, c'est comme si ça avait été bousculé de façon déraisonnable. Oui, alors il y a eu un accord qui est intervenu en février 2020 entre l'administration Trump qui avait été négocié avec une partie des talibans, en tout cas les dirigeants politiques des talibans aux Émirats arabes unis. Gilles, cet accord est intervenu, il était conditionnel, c'était un retrait américain complet, mais conditionnel et conditionné aussi à la situation sur le terrain. Et notamment, l'une des conditions, c'était que les talibans, Donald Trump essentiellement, demandaient aux talibans de ne plus s'en prendre aux troupes américaines jusqu'à leur départ, que lui avait fixé au 1er mai 2021, c'est-à-dire au 1er mai dernier. Quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche après sa victoire à la présidentielle de novembre dernier, il aurait pu balancer l'accord de Trump avec les talibans. Il aurait pu renégocier cet accord. Il l'a fait sur d'autres dossiers gérés par Trump pendant 4 ans. Il a remis en question notamment, on le sait bien sûr, le retrait de M. Trump de l'accord de Paris notamment. Mais Biden a conservé, il a joué la continuité. C'est remarquable, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que de Bush fils à Biden, on a une grande continuité. C'est-à-dire que Obama a commencé à partir de 2011 et l'assassinat d'Osama Ben Laden au Pakistan, il faut le remarquer, non pas en Afghanistan par les troupes américaines, il a commencé à se désengager de l'Afghanistan. Et il a commencé aussi à entamer un dialogue, on ne le sait moins, Obama, avec les talibans. Et puis, on a eu Trump qui a repris la balle au bon
et qui, je viens de le dire, a négocié avec les talibans un retrait, puisque l'opinion publique américaine souhaitait ce retrait, notamment depuis 2014-2015. Les Américains ont été de plus en plus convaincus que cette guerre en Afghanistan et surtout l'occupation de l'Afghanistan pendant toutes ces années, la guerre la plus longue des États-Unis dans leur histoire à l'étranger, devait finir, était une erreur. Et par ailleurs, Biden a joué la continuité, cette fois-ci, avec Trump. Mais Biden, le 8 juillet dernier, Gilles, a prononcé ces mots incroyables lors d'une petite conférence de presse. On sait qu'il en donne peu et qu'elles sont courtes. Il a dit « Il n'y aura pas de moment Saïgon à Kaboul ». Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le 15 août dernier, on a un moment pire que le moment de Saïgon, c'est-à-dire il faisait référence bien sûr à ces images célèbres d'alliés vietnamiens des États-Unis qui grimpaient désespérément, qui d'abord avaient assailli, si on peut dire, l'ambassade américaine à Saïgon et qui essayaient désespérément de grimper sur des hélicoptères qui faisaient le va-et-vient avec des porte-avions pour évacuer les amis des Américains au Vietnam. Donc là, c'est pire que Saïgon. Pourquoi c'est pire que Saïgon? Parce que d'une part, les États-Unis, tout simplement, c'est après Saïgon. Ça veut dire que les États-Unis n'ont toujours pas tiré les leçons du Vietnam. Ils ont répété, copier-coller. C'est un copier-coller, ce qu'on a vu là. Pas tout à fait, mais presque, bon, quand même. Et alors c'est pire que Saïgon. Pourquoi? Sur la situation elle-même, c'est parce que à Kaboul, les Américains ont essentiellement abandonné leur ambassade. L'ambassade, le drapeau a été descendu du mât. Les diplomates sont partis de l'ambassade pour se réfugier à l'aéroport de Kaboul. Les troupes américaines se sont essentiellement retirées du terrain depuis des semaines et Biden a été obligé même d'en renvoyer quelques jours avant l'arrivée des talibans à Kaboul. Alors, tout cela dans un paysage médiatique qui n'a rien à voir avec 1975 et le Vietnam. On est à l'heure des réseaux sociaux, ça circule énormément, très vite. Et puis, on est à un moment où, contrairement à 75, la puissance des États-Unis, elle est défiée, et défiée d'une manière historique et ouvertement par la Chine. C'est une véritable humiliation, je dirais. Et Biden doit même s'en remettre aux talibans, a-t-il dit ces derniers jours, pour le bien-être des Américains, de leurs alliés et des Afghans qui souhaitent partir. Et on n'est même pas encore au 31 août, puisque, on le sait, M. Biden a déplacé la date choisie par l'accord Trump-Taliban, qui était du 1er mai. Il l'a mis d'abord très, je dirais, sans élégance et sans tact politique. Il l'avait placé au 11 septembre 2021, le jour de l'anniversaire, du 20e anniversaire des attentats. Il s'est rendu compte de son erreur, évidemment, politique et de tact, je dirais, de sensibilité et par rapport aux victimes et aux familles des victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis, et il l'a mis au 31 août. Et bien maintenant, il dit que cette date du 31 août, d'une part, n'est pas totalement gravée dans le marbre et qu'il pourrait rester, ces troupes qu'il a renvoyées, il y en a 6 000, 7 000 qui se trouvent aux alentours de l'aéroport, ou sur l'aéroport, pourrait rester au-delà du 31 août. Mais il admet que, essentiellement, les États-Unis s'en remettent au bon vouloir des talibans. Et ça va être un désastre dans l'opinion publique américaine pour l'image de Biden. Et c'est déjà un désastre et on voit qu'il commence, et il avait déjà commencé à dégringoler dans les sondages. Qu'est-ce que vous pensez de Biden qui dit si l'armée afghane n'est même pas prête à mourir pour son peuple, pourquoi j'enverrais des soldats américains se battre? C'est comme un argument qui doit certainement avoir beaucoup d'écho dans la population américaine, mais ça sonne, on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas grand-chose qui peut nous retenir là, mais c'est un argument qui me semblait facile. Je dis pas que c'est faux, mais ça me semblait l'argument. Ça m'a étonné un peu d'entendre ça de M. Biden. Je dirais, Gilles, que c'est un argument en retard. C'est un argument que les Américains ont déjà réglé en leur fort intérieur et entre eux depuis des années. Ils ne veulent pas d'engagement militaire. Ils ne veulent plus d'engagement militaire en Afghanistan. Donc, ça n'est pas la question. Et c'est peut-être une diversion de la part du président Biden de parler, de dire, oui, mais bon, si les Afghans ne se battent pas, il n'y a pas de raison pour nous de rester. La décision a été prise depuis longtemps de la part des responsables américains. Ils ont vu les sondages. Ils ont parlé aux Américains qui ont un mécontentement profond envers leur élite. On en a déjà parlé, vous et moi. Et donc, la décision a été prise depuis longtemps de se consacrer à cette rivalité États-Unis-Chine. Et au sein de l'administration Biden, on a
plus ou moins le sentiment ces dernières semaines qu'il y avait un tel désir de tourner la page sur l'Afghanistan pour pouvoir enfin se consacrer au dossier chinois qu'on en a oublié de préparer convenablement, sérieusement, le retrait non seulement des troupes américaines, il a été largement fait comme je l'ai fait, et sans bavure de la part des talibans, ils ne s'en sont pas pris aux troupes américaines, mais sans véritablement évacuer les ressortissants américains à l'avance, les alliés afghans des Américains, ceux qui ont été interprètes, qui se sont battus aux côtés des Américains, et puis les Afghans qui sont en ligne de mire des talibans, essentiellement les femmes et les petites filles. Donc l'argument de Biden, là, est un argument spécieux, et je crois une espèce d'argument de diversion. La question réelle, ce n'est pas la question aujourd'hui, ce n'est plus la question. Personne aux États-Unis ne souhaite que les États-Unis continuent en Afghanistan, et ce depuis longtemps. La question, c'était comment gérer au mieux ce retrait pour que les États-Unis ne soient pas aujourd'hui dans une situation où leur crédibilité, leur image et leur avenir sur le plan géopolitique vis-à-vis de la Chine pourraient être remis en question. Donc, vous pensez que la prise de Kaboul a pris par surprise les autorités américaines? La rapidité, en tout cas. Oui, il semble que oui, effectivement, Gilles. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là aussi, je dirais, les responsables américains, l'administration Biden au premier chef, est, je dirais, un peu malhonnête à ce sujet. Cela fait des années, voire des décennies, que certains militaires américains, certains responsables du Pentagone, certains responsables de la comme on dit à Washington, la communauté des renseignements, c'est-à-dire les quelques 15, 16 ou 17 agences de renseignement américains, la CIA en tête et quelques autres, disent que, comment dirais-je, l'armée américaine, l'armée afghane, pardon, les troupes afghanes sont problématiques. Il était très difficile, très ambitieux de vouloir former une armée afghane. C'est un pays, après tout, qui n'a pas de sentiment national. C'est un pays qui est fracturé, l'Afghanistan, avec des ethnies très différentes, les Pashtuns et d'autres, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui depuis des siècles se battent entre eux. Et il n'y a pas de sentiment national. Et donc là, il s'agissait, c'était une ambition valeureuse, mais une ambition quand même un petit peu irréaliste, de créer une armée nationale dans un pays qui n'a pas de sentiment national. Et par ailleurs, les militaires américains ont tiré, les formateurs militaires américains eux-mêmes, au fil des années, ont tiré la sonnette d'alarme en disant que les recrues qu'ils avaient n'étaient pas de bonne qualité. Bien souvent, évidemment, l'illettrisme est tel en Afghanistan que ces personnes ne savaient pas lire ni écrire, et donc il était très difficile de les former, ne serait-ce que sur un plan purement technique, mais il y a eu également des problèmes de désertion au sein des recrues afghanes, qui est un problème récurrent depuis des années. Donc, les talibans, de leur côté, ont gagné du terrain déjà depuis de nombreux mois, et donc il n'est pas surprenant que l'armée afghane, bien qu'il y ait eu certaines unités de l'armée afghane qui se soient battues loyalement au fil de ce conflit de 20 ans, et il n'est pas surprenant que cette armée afghane, l'armée afghane se soit dissolue, évaporée, a dit le ministre de la Défense américain l'autre jour, qu'elle se soit évaporée. De même d'ailleurs que le président et son gouvernement, le président Ghani et son gouvernement, qui s'est lui-même exfiltré discrètement de son propre pays, devant l'avance des talibans. Donc ce n'est pas une surprise, et quiconque à Washington tente à dire au peuple américain que c'est une surprise n'est pas honnête à partir du moment, effectivement, où on regarde ce qui s'est passé au fil des 20 dernières années de manière, je dirais, impartiale. Marie-Christine, les conséquences prévisibles du désastre pour l'administration Biden, on les mesure peut-être pas encore, mais avec les alliés, j'entendais que le G7 allait se prononcer particulièrement pour accélérer le retrait des réfugiés, les civils, mais j'ai pas beaucoup entendu de pays s'avancer en disant, écoutez, on va y retourner puis on va les se battre. J'ai comme l'impression qu'on a baissé les bras. Avez-vous ce sentiment-là? Alors, d'abord, il faut rappeler, Gilles, que comme d'habitude, c'est pas le modèle soviétique, c'est pas le modèle russe, c'est pas le modèle chinois ni communiste qui attire les foules à travers le monde. C'est le modèle occidental, c'est-à-dire démocratique, la liberté, la démocratie, le capitalisme, la liberté d'entreprendre, qui attire les populations et qui suscite des exodes devant des tyrans.
Alors, je veux dire, on voit jamais ça, hein. Des foules s'agripper à des hélicoptères ou à des avions pour se réfugier en Russie ou en Chine. Non, en général, c'est pour passer, oui. à l'ouest, entre guillemets. Hein. Ouais. Bon, ça, il faut remettre quand même les choses dans le contexte. Oui. Mais bon, une fois de plus, les États-Unis ne sont pas prêts, n'étaient pas préparés, voire peut-être indifférents. On s'en souvient déjà, les premiers réfugiés de RDA qui, à leur risque et péril, et plutôt à leur risque d'ailleurs, traversaient le mur de Berlin, avaient rencontré une certaine indifférence de la part des Américains au départ. Au Vietnam, il y a eu un manque de préparation totale, et en Afghanistan aujourd'hui encore plus. Donc là, on a évidemment des alliés, comme d'habitude, les alliés européens, les alliés de l'OTAN. Ce désastre rejaillit sur les pays européens, le Canada, tous ceux qui font partie de l'OTAN en particulier. Hein. Pourquoi? Parce que au fil des dernières années, il faut se souvenir qu'est-ce qu'a été la politique étrangère américaine des 20-30 dernières années. La politique américaine, ça a été d'élargir le champ d'action de l'OTAN. L'OTAN, normalement, vu son nom, hein, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, on s'occupe essentiellement de ce qui se passe en Europe, et éventuellement, si les Américains étaient attaqués par les Soviétiques, les Européens viendraient à leur secours, et inversement, vous voyez. Bon, ça, c'est l'OTAN, normalement. Mais depuis Bill Clinton, et la théorie, donc, de Bill Clinton et de Madeleine Albright, sa secrétaire d'État, les Américains ont amené les autres membres de l'OTAN à agir en dehors du terrain européen, à agir en Afrique, notamment, pendant les années 90. Et puis, avec l'Afghanistan, tout d'un coup, l'OTAN s'est retrouvée où? En Asie centrale. Je veux dire, c'est très très loin du terrain habituel de l'OTAN, en tout cas au terme du traité. Donc, il y a eu un changement historique qui s'est déroulé au sein de l'OTAN, et le désastre que nous vivons aujourd'hui va remettre en cause ce nouvel élargissement que l'administration Biden venait d'obtenir. Il faut se souvenir qu'il y a à peine quelques semaines, en juin dernier, quand M. Biden est venu au sommet de l'OTAN et du G7 au Royaume-Uni, puis à Bruxelles, hein, Justin Trudeau y était, et tous les autres aussi, tous les autres chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN et de l'Union européenne, eh bien, Biden a obtenu dans le communiqué final de l'OTAN que l'OTAN s'ouvre à l'idée, n'écarte plus l'idée d'agir encore au-delà, d'élargir encore au-delà son champ d'action initiale pour cette fois-ci contrer la Chine. Donc, le désastre que l'on voit aujourd'hui en Afghanistan, en ce qui concerne les États-Unis, devrait amener à une réévaluation de ce qu'a été l'évolution de la mission de l'OTAN dans le monde. Et puis, en ce qui concerne l'Union européenne, le problème des réfugiés. L'Allemagne vient déjà de s'engager à prendre au moins 20 000 réfugiés afghans, la France un peu moins, mais d'autres pays en prendront beaucoup plus. Et là, cela renvoie les pays européens, si vous voulez, et le Canada aussi, d'une certaine manière, à ce que disait Biden. Biden, son mantra, si vous voulez, c'était, ces temps-ci, et à la fin de la campagne présidentielle, America is back. Hein, c'est ce qu'il a dit au sommet de l'OTAN, au sommet du G7. America is back. Mais les Européens et les Canadiens ont peut-être oublié que après, tout de suite après, il disait America is back to lead, pour diriger le monde, to lead the world, he said. Donc, il y avait un enthousiasme des Européens, notamment parce qu'ils voulaient tout sauf Trump et que Biden apparaissait comme une très belle alternative. Sauf que maintenant, on a ici en Europe de très sérieuses interrogations quant au leadership, hein, la partie to lead de America is back. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si l'Amérique nous amène dans des bourbiers comme l'Afghanistan et nous amène dans un désastre et un fiasco comme la sortie d'Afghanistan. Ça fait hégémonie. Quand on dit on revient, on est là, puis on va dominer, ça fait on s'installe, on va reprendre notre place. Alors, mais c'était une partie du message de Biden que les dirigeants européens, en tout cas, ont voulu mettre un petit peu sur le côté et ne pas se focaliser là-dessus, mais se focaliser sur la partie America is back, sur la scène internationale, dans le dialogue des nations, etc. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que les événements changent avec la rivalité de tous les jours avec la Chine, les événements d'Afghanistan? Ça pourrait nous faire un podcast en entier, Gilles. Ce que je vais Essayons dire, de faire le tour. Résumons. Mais on a du temps quand même.
Bon, pour cette rivalité géopolitique historique entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire une rivalité pour la prépondérance mondiale et non plus simplement régionale. Au départ, les Américains se disaient, tiens, voilà la Chine, une puissance régionale en Indo-Pacifique. Non, c'est pas seulement ça. La Chine, ouvertement, celle de Xi Jinping, a dit déjà depuis plusieurs années qu'elle souhaitait supplanter les États-Unis en tant que première puissance du monde. Donc, l'aventure afghane et surtout cette aventureuse sortie de l'Afghanistan pour les États-Unis, c'est un fiasco complet. Pourquoi? Parce que ça fournit une source de satisfaction, voire de réjouissement à la Chine, qui se réjouit du fiasco évidemment américain et occidental plus largement en Afghanistan. Bon, on a vu d'ailleurs aussi la Chine immédiatement semer le doute sur la fiabilité du bouclier américain pour Taïwan, pour l'île de Formose et quelques autres alliés des États-Unis dans la région. Il ne faut pas oublier que la Corée du Sud, elle dépend des États-Unis pour sa sécurité, que le Japon dépend des États-Unis pour sa sécurité, le Japon lui-même. Donc la Chine a été plus couverte à propos de son réjouissement vis-à-vis de la situation des États-Unis à l'aéroport de Kaboul. Donc les Américains vont devoir eux-mêmes, le peuple américain, va sûrement, je dirais, devenir encore plus non-interventionniste que ces dernières années. Il y était déjà un bon paquet, avant même Trump. Il était devenu non-interventionniste, ce peuple américain. Il ne souhaitait plus d'aventures militaires à l'étranger. Après le fiasco et les mensonges de George Bush fils en ce qui concerne la justification de l'invasion de l'Irak, après cette très longue guerre en Afghanistan, il ne souhaitait plus intervenir à l'étranger. Et leurs responsables politiques, les responsables politiques américains, vont avoir de plus en plus de mal à persuader leur peuple de se battre, entre guillemets. Ce n'est plus une armée professionnelle, une armée populaire, citoyenne, l'armée américaine. C'est une armée de métier, une armée professionnelle. Il n'y a plus de conscription. Mais enfin, les responsables américains vont avoir de plus en plus de mal, après le fiasco de Kaboul et d'Afghanistan, à persuader les Américains de se battre, de commettre, d'engager leur pays à régler différents conflits à travers la planète et peut-être même en Asie face à la Chine. L'impression qu'on a eue de l'extérieur, on n'est pas tous des experts, c'est le fun d'entendre vos lumières parce que je trouve ça assez simple malgré tout pour le comprendre. Je dis pas que le conflit est simple, mais pas du tout. Je pense pas que la situation est simple, mais pour comprendre, je trouve que vous avez les mots pour bien le faire comprendre. J'ai eu l'impression que les Américains ont entretenu pendant quelques années l'idée que ça allait pas si mal en Afghanistan, ça allait mieux, que ça s'améliorait. Mais il semble que c'est pas vrai. Ça s'est pas amélioré beaucoup dans les dernières années, mais l'impression qu'on avait, le discours nous semblait être ça progresse, ça va mieux. Il y a eu quelques progrès, il faudra le reconnaître, mais dans l'ensemble, ça a été des pertes monétaires, des pertes humaines sans fin. Oui, et là il y aura des enquêtes qui vont avoir lieu. La beauté de la démocratie américaine, c'est que les États-Unis se regardent dans le miroir et avec le recul. Et donc déjà des enquêtes sont lancées au Congrès, il y en aura d'autres et cela prendra du temps, cela prendra des années, mais il y aura des enquêtes qui seront menées pour déterminer les responsabilités de ce fiasco. Jusqu'à présent, on le sait, Barack Obama avait dit qu'il ne voulait pas, quand il est arrivé à la Maison-Blanche après Bush fils, il avait refusé les appels de sa gauche notamment pour que George Bush, Donald Rumsfeld, tous les architectes de l'invasion de l'Irak en particulier et du fiasco afghan, fassent l'objet d'une enquête officielle, etc. Obama avait dit il ne faut pas regarder dans le miroir, c'est-à-dire dans le review mirror, dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, voilà, merci Gilles, mais regardez en avant. Donc essentiellement, Obama avait couvert l'administration Bush et Obama pour s'entendre, pour ne pas aller regarder de trop près. Mais là, je crois qu'après ce qui s'est passé le 15 août à Kaboul, 15 août dernier, eh bien, il ne va pas être possible pour les responsables américains de faire l'économie d'une enquête sur ce qui s'est véritablement passé. Et on a déjà une idée de ce qui s'est passé, puisque les rapports, il y en a eu 7 à ma connaissance. Gilles, les rapports du cigare. Alors c'est pas un cigare de la Havane,
Le CIGAR, c'est l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan. Il s'appelle John Sopko. Et il enquête depuis des années. C'est une agence indépendante du gouvernement américain qui enquête justement sur où est allé tout cet argent, plus de 2000 milliards de dollars que le contribuable américain a engagé en Afghanistan, avec les résultats que l'on sait. Où est passé cet argent? Comment a-t-il été géré? Le pourquoi du comment des décisions qui ont été prises. Il a produit 7 rapports déjà. Et une partie de ce qu'il a fait, John Sipko, l'inspecteur général spécial, c'est qu'il a fait mener par son équipe toute une série d'interviews, probablement environ 400, de grands responsables américains, mais aussi de responsables militaires de grade moyen, par exemple, de responsables des services de renseignement. Et tout ça a fait l'objet de fuites en direction du Washington Post en 2019. Ah bon, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est de là que sortent les révélations troublantes. Voilà, des fameux Afghanistan Papers. Hein. Alors, évidemment, le Washington Post a utilisé là une expression, enfin un nom de baptême, qui évoquait les Pentagon Papers, qui étaient l'équivalent, c'est-à-dire des révélations, des documents qui avaient été révélés pour montrer que les responsables américains savaient que la guerre du Vietnam n'allait pas bien déjà depuis bien longtemps, bien avant le désastre de 75. Donc là, c'est la même chose. En fait, quand on lit ces interviews qui ont été publiées par le Washington Post sur le mois de décembre 2019, on se rend compte que c'est la même situation qu'avec le Vietnam. C'est-à-dire que pendant 20 ans, les responsables américains au plus haut niveau et aux niveaux inférieurs et subalternes ont menti au public américain. Ont menti, c'est-à-dire que publiquement ils disaient « Oh ben tout va bien, on fait des progrès ». Le mantra là cette fois-ci c'était la situation s'améliore en Afghanistan sur tous les plans militaires, etc., économiques, sécuritaires, quand en fait la plupart de ces porte-parole, la plupart de ces grands responsables qui s'exprimaient en public, eh bien en privé disaient aux enquêteurs du CIGAR, mais disaient aussi à leurs collègues, disaient dans des rapports que la situation n'allait pas bien du tout en Afghanistan, que la situation ne s'améliorait pas en Afghanistan. Donc, il y a là une dichotomie que l'on peut observer tout au long de cette aventure afghane dans le discours public des responsables américains vis-à-vis de leur population et dans leur discours non public, non officiel. Est-ce que vous diriez, Marie-Christine, je sais que c'est gros ce que je vais dire, moi, mais est-ce que vous diriez que les complices, les médias américains étaient complices de ces mensonges ou s'ils ne faisaient pas leur travail de... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de couverture invisible sur des problèmes qui étaient réels. Exactement, exactement. Alors, la guerre invisible en Afghanistan, elle a été baptisée comme ça. Ça a vraiment démarré, je dirais, en 2000, après l'assassinat d'Osama Ben Laden, donc pendant l'administration Obama. Je dirais entre 2011 et 2014. Les médias américains ont essentiellement tiré la conclusion que comme Osama Ben Laden avait été tué, la mission était terminée et ils étaient bien fondés pour le penser, puisque depuis le début, l'administration Bush avait dit la mission essentielle, c'est de trouver Osama Ben Laden et détruire et démanteler Al-Qaïda en Afghanistan. Donc, à partir du moment où Osama Ben Laden était tué et que Al-Qaïda s'était en fait pas détruite, démantelée, mais qu'elle s'était disséminée hors d'Afghanistan, notamment en Afrique, eh bien, les médias en ont conclu que bon, ben voilà, c'était terminé l'Afghanistan. Donc, ils ont tourné une certaine page sur l'Afghanistan et les médias américains portent une responsabilité dans toute cette affaire également, tout comme pour l'invasion de l'Irak. En 2002-2003, la plupart des médias américains, y compris ceux qui sont, je dirais, considérés comme des médias de référence, le New York Times, le Washington Post, ont essentiellement relayé l'argumentaire de l'administration Bush en faveur de l'invasion de l'Irak, en disant, soi-disant, que Saddam Hussein avait du mal à partir avec les attentats du 11 septembre 2001, en disant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Deux arguments qui étaient faux. En ce qui concerne l'Afghanistan, les médias ont relayé l'argumentaire de l'administration Bush. Il s'agit de venger, de faire des représailles contre Al-Qaïda et Osama Ben Laden à propos des attentats du 11 septembre 2001. Et sur ce point, l'opinion publique américaine était derrière l'administration Bush. Elle était favorable à ce conflit, alors qu'elle était largement sceptique et défavorable à l'intervention en Irak très rapidement. Mais les médias américains ont réduit la voilure assez rapidement en Afghanistan, d'abord parce que c'était très loin, ça coûtait très cher de s'installer en Afghanistan. Ils ont réduit la voilure
dès que Oussama Ben Laden a été tué et que Barack Obama a déclaré ce qu'il a appelé la fin des combats en 2014. À partir de ce moment-là, pendant la campagne présidentielle de 2016, je l'ai suivi comme j'en ai suivi 6 autres aux États-Unis, eh bien, les médias américains, les journalistes américains n'ont pas du tout interrogé ni Hillary Clinton ni Donald Trump sur l'Afghanistan pendant les 2 premiers débats télévisés de la campagne de 2016 entre les 2 candidats, démocrates et républicains. La couverture du conflit afghan a baissé, dégringolé, je devrais dire, depuis 2014. Si bien que en 2020, et là je vais répéter parce que c'est tellement absurde qu'il faut répéter, que CBS, NBC et ABC, c'est-à-dire les 3 networks, comme on les appelle aux États-Unis, les 3 grands réseaux de télévision privés aux États-Unis, là où les Américains essentiellement, et encore, vont chercher leurs nouvelles, eh bien, ces 3 grands réseaux, CBS, NBC, ABC, ont consacré le grand total de 5 minutes combinées, 5 minutes à eux 3, à l'Afghanistan en 2020, sur toute l'année 2020. C'est vous dire à quel point cette guerre, ce conflit, cette occupation aussi, et le travail aussi que faisaient positif que pouvaient faire les Américains en Afghanistan, n'était pas couvert par les médias américains. Mais il faut se rappeler, là-dessus, je sais, vous savez mieux que quiconque, Marie-Christine, mais au début, nous, comme citoyens, comme gens qui s'abreuvent, qui suivent l'actualité, on nous a présenté ça quasiment comme une opération spectacle qui allait être rapide. Les États-Unis envahissent l'Afghanistan, chassent Ben Laden, le groupe Al-Qaïda, on est partout, il y a des frappes, très vite, ça va s'arranger, puis on va régler ça. C'était ça un peu qui a été vendu au départ aux Américains puis à la communauté internationale. Mais ma question, est-ce que les Américains connaissaient vraiment les terres, le peuple afghan? On a l'impression qu'ils sont arrivés là-dedans comme des gros bras, tassez-vous, mais ils connaissaient pas. Tu sais, c'est quand même un pays il y a une géographie, qui a une morphologie très difficile, qui a des, comme vous dites, il y a des centaines d'années d'habitudes, de conflits. J'ai l'impression qu'ils connaissaient pas leurs opposants. Alors, ça dépend de qui on parle quand on dit des Américains. Il y avait certains Américains qui connaissaient l'Afghanistan. Après tout, il faut se rappeler que de 1979 à 92, c'est-à-dire à partir de l'administration de Jimmy Carter, jusqu'à 92, à la fin du mandat de Papa Bush, George Herbert Bush, les États-Unis étaient actifs en Afghanistan. Il y avait une occupation soviétique cette fois-ci, à l'époque, et les Américains Washington soutenait la guérilla des Moudjahidines, ceux qui allaient devenir les talibans, contre l'occupant soviétique. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le choix a été fait par Carter et ensuite par Papa Bush de ne pas faire de présence militaire américaine directe sur le terrain afghan. Il n'y avait pas de militaires américains en Afghanistan à ce moment-là. Il n'y avait pas, en tout cas officiellement, pas d'agents de la CIA directement sur le terrain. La manière dont les États-Unis ont opéré à ce moment-là, Gilles, c'est qu'ils s'occupaient de ce qui se passait en Afghanistan de très près, mais ils opéraient à travers d'autres entités, c'est-à-dire essentiellement à travers les services secrets du Pakistan, et aussi à travers l'Arabie Saoudite. Ils fournissaient les armes, ils fournissaient des armes. Bien sûr, ils fournissaient des armes. Okay. Oui, ils armaient les Moudjahidines contre l'URSS. Donc, il n'y avait pas de présence directe sur le terrain, en tout cas importante, des Américains en Afghanistan à l'époque. Bon, depuis 2001, depuis l'invasion de l'Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001, bon, il y a certains responsables américains, certains penseurs américains de la chose militaire qui ont effectivement construit une connaissance de l'Afghanistan, connaissance diplomatique, militaire, historique de l'Afghanistan. Après tout, le négociateur de ce fameux accord de Trump avec les talibans, c'est Zalmay Khalilzad, qui est lui-même un Américain d'origine afghane. Il est né en Afghanistan, il a grandi à Kaboul et il n'est venu aux États-Unis que comme étudiant. Mais bon, Zalmay Khalilzad lui-même a une connaissance très, je dirais, distante de son pays d'origine, puisqu'il n'y a pas vécu depuis des décennies, bien sûr, et qu'il y a vécu une seule année, et même pas une année complète, en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, à Kaboul, entre 2004 et 2005. Donc après ça, il a été émissaire spécial des États-Unis pour la négociation sous Obama, puis sous Trump.
Il a été conservé par Trump, mais bon, voilà, il est très distant, bien sûr, de son pays d'origine, même s'il connaît son histoire, c'est évident. Donc oui, il n'y a pas cette connaissance de fond, si vous voulez, et véritable, notamment, évidemment, parmi les décideurs américains. Ce qui est étonnant quand on y pense, quand on regarde ça, on se dit, au départ, quand les Américains sont là dans les années 80, ils soutiennent et ils aident à former des militaires qui, éventuellement, vont renverser le système. Ils vont devenir les talibans, dans le fond. Ils ne peuvent pas savoir à l'époque, mais c'est pas la première fois dans l'histoire géopolitique internationale qu'on voit ça. des soutiens. Oui, exactement. Des ventes. Ouais, je pense que les Français se sont fait prendre à une couple de reprises à vendre à des gens qui se sont retournés contre eux. Fait que ça s'est vu beaucoup dans l'histoire, pas toujours prévisible. Mais j'ai une question là-dessus un peu plus précise. On dit que pas loin de 40% des sommes allouées à l'organisation des forces afghanes, pas juste pour mais surtout pour former les militaires. On dit qu'il y a près de 40% qui s'est ramassé directement dans les poches des talibans. Moi, ma question multiple, c'est est-ce qu'il y a eu de la désertion? Est-ce qu'il y a eu des Afghans qui ont décidé de tourner le capot puis de s'en aller avec les talibans? Est-ce que les talibans avaient infiltré l'armée afghane? Comment est-ce possible? Autant d'argent qui est détourné? Alors, tout simplement parce que la corruption est endémique en Afghanistan. Partout. Partout, à tous les niveaux, voilà, que ce soit dans les régions, dans la campagne, à Kaboul, la corruption est un problème. Et alors là, est un problème que les Américains ont vu très rapidement et qu'ils ont alimenté, puisque évidemment ils ont versé ces sommes absolument astronomiques en Afghanistan, qui évidemment ont alimenté l'appât du gain chez de nombreux Afghans. Il est indéniable que la corruption est l'un des problèmes auxquels se sont confrontés les Américains tout du long de leur présence en Afghanistan, qu'ils n'ont pas su faire assez de pression sur les différents gouvernements afghans pour que, au moins au sein du gouvernement central, du gouvernement national, si vous voulez, la corruption soit réduite, si ce n'est résolue. Mais bon, il y avait de telles sommes d'argent en jeu. Je veux dire, il faut voir aussi du côté américain, bien sûr. On a ce qu'on appelle depuis le président Eisenhower, un républicain. En 61, on se souvient de son discours d'adieu à la Maison-Blanche où il avertissait les Américains contre les risques de ce qu'il a appelé, Eisenhower, le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire ces relations incestueuses entre le Pentagone, les services de renseignement américains et le milieu, le tissu économique, notamment les très très grosses entreprises du type Boeing, du type Raytheon, qui sont engagées dans l'industrie de l'armement. Il faut penser aussi que cette guerre en Afghanistan, 20 ans de durée, c'est une guerre qui a été largement privatisée par le gouvernement américain. C'est-à-dire que assez rapidement, le gouvernement américain a confié de nombreuses tâches, y compris militaires, à des contractors, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire des sous-traitants, essentiellement. Ce sont souvent donc d'anciens membres des forces spéciales américains qui se sont recyclés dans le privé et qui offrent essentiellement des services de mercenaires à travers le monde. Donc le problème là aussi, c'est que on avait affaire à un endroit, l'Afghanistan, où l'argent coulait à flot, et coulait à flot non seulement en direction des forces afghanes et des dirigeants afghans locaux et nationaux qui étaient fort corrompus, mais aussi en direction de compagnies américaines, de mercenaires et d'autres services paramilitaires qui ont fait fortune en Afghanistan. Et on n'a même pas parlé de la drogue. On n'a même pas parlé de la drogue, l'opium et autres. Alors ça, c'est plutôt les talibans. Oui, quand même, mais ça a été financé en partie par l'argent qu'ils ont reçu. Oui, tout à fait. Donc il y avait des cycles peu vertueux en ce qui concerne l'argent américain qui flottait et qui coulait à flot en Afghanistan. Et l'inspecteur général pour la reconstruction, John Sopko, dans ses nombreux rapports faits au total jusqu'à présent, et il y en aura d'autres, a souligné à quel point le problème de la corruption et de cette privatisation de la guerre par les États-Unis devenait problématique pour les intérêts même des Américains. Si on veut prendre un regard un peu plus positif, Marie-Christine, il serait injuste de prétendre qu'il n'y a rien qui s'est amélioré dans les 10-15 dernières années. On a parlé de l'espérance de vie qui a augmenté de près de 10 ans, la proportion des enfants qui fréquentent l'école qui a quand même augmenté de façon importante, bien que plusieurs écoles présumément construites, finalement, construisent des armements pour les talibans. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais on peut le deviner. La situation des femmes s'était un peu améliorée dans les 10 dernières années. On
comprend que c'est très inquiétant pour la suite maintenant. La progression de l'économie s'est faite un petit peu. Il y a eu ça, mais on a, avec raison, je pense, crainte de voir tout ça tomber dans les prochains mois, sinon les prochaines années. Oui, et c'est d'autant plus tragique quand on voit les progrès qui ont été réalisés en Afghanistan, notamment en ce qui concerne la démocratie. Il ne faut pas oublier aussi que sur le plan politique, l'Afghanistan a connu ses premières élections démocratiques pendant la présence américaine et sous l'égide des Américains. C'est le fameux Khalilzad, Zalmay Khalilzad, dont je parlais tout à l'heure, qui fut ambassadeur en 2004-2005, qui a organisé la première élection libre. On se souvient de ces Afghans qui défilaient devant les caméras des journalistes en montrant leurs mains, car bien souvent ils ne savaient pas lire, et en montrant leurs mains pour montrer qu'ils avaient été tatoués dans le bureau de vote pour prouver qu'ils avaient voté pour la première fois de leur vie. Donc il y a eu d'autres élections qui se sont relativement bien déroulées en Afghanistan, et surtout bien sûr l'émancipation des fillettes et des jeunes filles qui ont pu faire des études, continuer leurs études et progresser. Et ça, c'est quelque chose de très, très positif. Et c'est d'autant plus tragique de voir arriver les talibans au pouvoir aujourd'hui, puisque malgré leur propagande très habile dans les réseaux sociaux et même auprès de certains médias occidentaux, eh bien, les talibans, à n'en pas douter, vont mener la vie dure aux femmes, aux filles et aux jeunes filles. C'est assez étonnant de voir ce qui se produit maintenant, et on voit qu'il y a énormément d'argent. Quand on fait le calcul, moi j'ai vu ce calcul-là, puis j'ai été ébahi, pour ne pas dire choqué. Si on avait pris l'argent que les États-Unis ont dépensé en Afghanistan dans les 20 dernières années, on aurait pu, si on avait distribué ça, autrement on comprend que ça se fera pas, là, donner 60 000 $ à chacun des Afghans, ça aurait pour eux correspondu à 110 années de travail. Alors, c'est pas ça qui est arrivé. On comprend que ça a été distribué. Mais quand je vois cet argent mal distribué, l'argent qui a été là, mais qui a été mal distribué, je pense toujours à Haïti où c'est à peu près la même chose. La communauté internationale a donné tellement d'argent, puis de façon tout à fait désolante, on voit que c'est pas beaucoup mieux. Là. Ça s'est pas beaucoup amélioré. L'argent a été détourné, encore une fois, là aussi. Donc, est-ce que les déboires, j'essaie de voir, ça peut pas être tous les Américains, mais est-ce que les déboires des États-Unis en Afghanistan, c'est l'indifférence totale dans l'ensemble? Vous disiez que les sondages étaient très positifs au retrait des troupes, je comprends, mais est-ce qu'il y a encore des Américains qui s'y intéressent un peu? J'espère que oui. Oui. Je ne crois pas que les Américains soient totalement indifférents dans leur grande majorité à ce qui se passe, et notamment ne sont pas du tout indifférents à la situation des femmes et des jeunes filles et des progrès qui ont été réalisés qui vont être mis en cause. Mais pour revenir à ce que tu disais à propos de l'argent et de ces équivalences qui ont été faites avec un salaire qui aurait pu être versé à chaque Afghan, bon, évidemment les chiffres, on peut regarder ça de plus près, c'est peut-être une façon de cadrer les esprits, mais bon, ça n'aurait pas été satisfaisant non plus de donner 60 000 $ à tous les Afghans. Certains... Ça n'aurait pas tout réglé, surtout. Voilà, ça n'aurait pas tout réglé, notamment au niveau national, au niveau politique. Mais bon, ça nous renvoie quand même à cette question de fond, parce que très rapidement, la mission initiale énoncée par George Bush, c'était représailles pour le 11 septembre 2001. On va chercher Al-Qaïda, on va éliminer Ben Laden et ses sous-fifres. Mais très rapidement, y compris pendant l'administration Bush et ensuite pendant l'administration Obama, ça a été ce qu'on appelle en anglais le nation building, c'est-à-dire non seulement la reconstruction, mais la construction véritablement d'une nation. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas, toujours pas d'ailleurs, véritablement de sentiment national, de nation en Afghanistan, et donc de construire un pays et surtout une nation, si vous voulez, avec de l'argent, avec des experts qui arrivaient du monde entier. Là aussi, il faut souligner évidemment le rôle des humanitaires dans cette affaire. Le rôle des humanitaires n'est pas complètement vierge et innocent. Je veux dire, les humanitaires, eux aussi, se sont engouffrés dans cette manne financière qu'a été l'Afghanistan pour eux. Je veux dire, ils ont reçu de l'argent du gouvernement américain énormément. Pour mener différentes missions. Certaines ont été bien menées, d'autres ont été moins bien menées, notamment dans le secteur de l'éducation que tu évoquais à l'instant. Donc, je veux dire, chacun doit faire son mea culpa, chacun dans toute cette chaîne d'interventionnisme et d'intervention en Afghanistan pendant 20 ans doit se regarder dans le miroir. Les républicains, les démocrates à Washington et ailleurs aux États-Unis, comme je l'ai dit, toutes les agences du gouvernement américain, y compris le Congrès américain, mais également les ONG
qui ont largement profité de la manne du contribuable américain pendant 20 ans et d'un manque de contrôle sur l'origine ce qui advenait de ces fonds et de la réalité de la mission. Donc le nation building, ça aussi, ça va être très important. Les ramifications de ce désastre du 15 août là à Kaboul, c'est ça. C'est est-ce que les États-Unis et leurs alliés, le Canada, l'Union européenne en particulier, mais aussi leurs alliés en Asie, vont être maintenant désireux de s'aventurer dans quelque chose qui ressemble au nation building. Pour combien de temps? À quelle hauteur financière? Pour leur part, la plupart des Américains, et c'était la question, ils sont depuis longtemps convaincus que la guerre en Afghanistan, c'était une erreur, et que c'est une erreur, et que tout cet argent aurait été bien mieux investi dans leur propre pays, les États-Unis. Et là, je voudrais souligner l'importance, très peu soulignée, mais qui, à mon avis, est cruciale, du cyclone Katrina en 2005. Le cyclone Katrina intervient en 2005. C'est un désastre aux États-Unis. On se souvient tous de ces images d'Américains sur les toits des maisons à la Nouvelle-Orléans et ailleurs, dans le Mississippi, qui ne voyaient pas arriver les secours. Et en même temps, on avait la guerre en Irak qui se déroulait. On avait la guerre en Afghanistan. J'étais à Washington à l'époque. Je voyais à la télévision tous les soirs les visages des jeunes Américains qui étaient massacrés, tués en Irak et en Afghanistan, qui défilaient à la fin du journal de PBS, Public Broadcasting Corporation, à la fin du journal. Les Américains étaient absolument sidérés par ça. Et de comparer les images avec Katrina. Mais ces soldats auraient été mieux employés, non pas à mourir en Afghanistan ou en Irak, mais à sauver les nôtres. À sauver les nôtres. Ouais. Et ça, c'est un sentiment qui a été à l'origine, Gilles, de beaucoup de choses qui se sont passées depuis, y compris cette vague de mécontentement envers les élites politiques, médiatiques et économiques de Washington et ailleurs aux États-Unis. Le peuple américain est devenu extrêmement méfiant, voire défiant vis-à-vis de ces élites. Et une bonne partie de ce mécontentement s'est retrouvée à appuyer un candidat qui s'appelait Donald Trump. Mais il y aura d'autres conséquences à cela. Et là, on le voit avec ce qui se passe en Afghanistan. On va voir les Américains insister de plus en plus pour que l'argent qui a été consacré par le gouvernement américain à des aventures militaires de par le monde, à des bases militaires à travers le monde, soit rapatrié aux États-Unis pour enfin améliorer les infrastructures aux États-Unis, l'éducation et surtout la santé. Dernière question, hypothétique, mais je veux juste voir quelle est votre perception, Marie-Christine. Si on mettait, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais si on mettait une période de grâce, par exemple, de 3 mois en Afghanistan, puis on disait sans coup férir, sans aucune punition, avec une liberté totale, tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Est-ce que vous pensez qu'on viderait le pays ou si on serait étonné de voir qu'il y a beaucoup d'Afghans qui voudraient rester? Je ne suis pas assez spécialiste et pas du tout même de l'Afghanistan, ma spécialité, Gilles. Je vais simplement m'abriter derrière ma spécialité qui est les États-Unis et non pas l'Afghanistan. Mais je dirais que oui, évidemment, les talibans ont des soutiens. D'autres groupes armés à travers l'Afghanistan ont également des soutiens et ils sont soutenus par des pays étrangers. Mais il est évident que, notamment dans la population féminine, les gains qui ont été réalisés au cours des dernières années ont montré aux femmes afghanes qu'il est possible d'avoir une vie meilleure, qu'il est possible de poursuivre ses rêves, et c'est là véritablement la tragédie aujourd'hui. Et là, l'un des problèmes immédiats pour les Américains et pour l'administration Biden, c'est de vérifier l'identité des personnes qui se présentent. Plus ou moins de manière désorganisée à l'aéroport de Kaboul. Et c'est là où l'une des erreurs majeures de Biden aura été la fermeture de la base américaine de Bagram, qui était une base immense et qui est une base immense au sein du territoire afghan, qui a été fermée par l'administration Biden le 1er juillet dernier. Or là, avec la base de Bagram, on avait et on a toujours, elle est là, elle est juste assise sur le territoire afghan, elle ne sert plus à grand chose, sauf que maintenant les Afghans peuvent venir s'y servir en munitions, en matériel qui a été laissé par l'armée américaine. Toujours est-il que la base de Bagram est un aéroport. Donc si l'administration Biden n'avait pas fermé la base de Bagram, il aurait pu évacuer. Voilà, l'évacuation aurait pu être faite, en tout cas en partie,
de ses alliés afghans, des gens qui ont travaillé pour les forces armées américaines, les Américains qui étaient à portée de Bagram, et ça aurait été beaucoup plus facile, semble-t-il, que de contrôler un aéroport international Hamid Karzai à Kaboul, qui est un aéroport sécurisé dans une certaine mesure, mais qui est essentiellement désormais cerné par les combattants talibans. Et donc, comme je l'ai dit, M. Biden s'appuie essentiellement et doit s'en remettre pour la sécurité de ses propres citoyens américains déjà, et pour celle de ses alliés afghans, au bon vouloir des talibans qui contrôlent Kaboul et les abords de l'aéroport. Donc c'est une situation véritablement désastreuse et qui aura des ramifications pendant longtemps. Il reste peu de temps. Donc il reste peu de temps pour sortir les réfugiés. On comprend que c'est quoi, une semaine ou deux maximum là, qui reste pour avant que les talibans ferment complètement toute possibilité de sortir librement? C'est l'une des inconnues, Gilles. Ouais, on ne sait pas dans quelle mesure les talibans, pour le moment, ont l'air de vouloir se tenir à la date du 31 août, mais ils viennent de faire savoir qu'ils ne sont pas du tout désireux de laisser les Américains au-delà du 31 août, alors que M. Biden a laissé entendre, lui, par contraste, qu'il faudra peut-être repousser la date totale du retrait, c'est-à-dire du côté de septembre. Donc, il est possible que ce désastre, bien que déjà d'une ampleur sans précédent, que ce désastre s'aggrave encore d'ici le 31 août. J'espère me tromper. Oui, merci beaucoup. J'espère me tromper. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est fort gentil. Merci. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci, Gilles. Au revoir. Marie-Christine Bonzon est donc de retour en Europe, où elle vit maintenant, mais elle a travaillé longtemps pour couvrir l'actualité américaine pour plusieurs médias mondiaux, français et anglais, entre autres, entre 1989 et 2018.